Et donc, je laisse la parole à François Pachet. Merci. J'ai changé de titre parce que quelqu'un hier m'a dit qu'elle pensait que j'allais parler du grévis du bon usage. Mais non, je vais essayer de dire quelque chose, puisque mon père ne parlait pas pour rien dire, ça, je pense que c'est la moindre des choses. Enfin, c'est quelque chose sur lequel tout le monde sera d'accord, et je voudrais essayer de dire quelque chose justement sur ce texte qui s'appelle Du bon usage des fragments grecs. De mon point de vue, je suis ni écrivain, ni critique littéraire, ni philosophe, ni rien du tout. Enfin, je suis de tout un tas de choses, mais pas du tout ça. Et donc, avec un point de vue, disons, comme on dit, d'honnête homme. Parce que je crois que mon père écrivait, pas uniquement pour les spécialistes, donc il écrivait, je crois, pour tout le monde. Et j'ai lu ce texte, je vais revenir là-dessus, et il me semble, j'ai eu l'impression d'avoir, en le lisant et en le relisant beaucoup, j'ai eu l'impression d'avoir une idée. Et donc, avant de vous dire quelle est cette idée, je me suis retrouvé dans ce sentiment d'avoir une idée. J'ai retrouvé quelque chose dont il a déjà beaucoup parlé. Et en particulier, ah oui, non, c'était pour faire le lien avec ce qu'avait dit, excuse-moi, Catherine Millot ce matin, quand elle a ça, c'est la photo quand elle est venue à Orléans rencontrer en 67 mes parents. C'est moi qui suis dessus, et c'est bien mon père ici. Et à gauche, la bibliothèque, dont je reparlerai tout à l'heure. Et c'est en 67, c'est la date de rédaction de ce texte du bon usage des fragments grecs que Catherine a mentionné ce matin. Alors, avant d'en parler, je voudrais parler de l'histoire d'avoir des idées. Donc, je l'avais fait inviter en 2001 dans un colloque, disons, mineur, interdisciplinaire, comme on en fait en France, sur les émotions. Et il avait pas envie d'y aller, mais il y allait quand même. Et il avait écrit un texte que j'ai retrouvé, que j'ai mis sur le site web, le fameux site web, où vous trouverez donc beaucoup de choses pratiquement inédites et intéressantes. Et dans ce texte, il parle justement de ce que c'est qu'avoir des idées, et plus précisément l'émotion d'avoir des idées. Donc il dit, il y a émotion quand on trouve ou qu'on croit trouver, quand on a le sentiment d'inventer, de trouver ce qui était cherché et caché, qui manquait, qu'on ne savait pas trouver, ni même où chercher. Etc., etc. Je saute parce que je vais citer d'autres choses après. Et en entendant ça, j'ai retrouvé quelque chose, peut-être quelque chose que j'ai acquis par acculturation ou d'un point de vue génétique, je ne sais pas, mais j'ai l'impression d'être comme ça moi-même. Et il dit, cela peut se manifester quand on fait des mots croisés, quand un mot tombe juste par le sens, le nombre de lettres, le croisement, ou qu'il semble tomber juste face à une énigme ou un problème. Alors, sur cette histoire de mots croisés, il n'écrit pas un truc qu'il disait à cette époque très intéressant, c'est que quand on fait des mots croisés, donc des mots croisés de bonne qualité, ceux qu'on trouve dans le Figaro par exemple, ou des journaux comme ça, ou le journal du dimanche, avec des définitions difficiles, il y a effectivement un mystère qu'il est le seul à avoir soulevé, qui est que quand on cherche la solution et qu'on finit par la trouver, on sait que c'est la bonne. Enfin, on a l'impression de l'avoir trouvée alors qu'on n'a on ne regarde pas la solution. Personne ne regarde jamais la solution des mots croisés. Soit on trouve, soit on trouve pas. Et cette impression d'avoir trouvé de savoir qu'on a trouvé la bonne solution, c'est vraiment un grand mystère, parce que comment on sait que c'est la bonne? Puisque par définition, une définition de mots croisés est là pour être ambiguë. Et ça, c'est un phénomène très intéressant que j'ai retrouvé en musique quand on fait de la composition de chansons, par exemple, ou de thèmes, et personne ne sait depuis des centaines d'années ce qui fait une belle mélodie, un bon thème, mais néanmoins, quand on est plusieurs et qu'on cherche et qu'on en trouve, on sait qu'on l'a trouvé. Alors ça, c'est un grand mystère. Je pense que mon père il n'a pas résolu le problème, mais il a au moins eu le mérite de le soulever, et j'ai jamais entendu personne dire ça avant. C'est-à-dire qu'il y a un mystère, c'est que l'émotion nous signale en effet qu'on a trouvé une solution. Alors, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que l'émotion arrive évidemment même quand la solution est fausse, puisqu'on peut aussi se tromper. Mais l'émotion est toujours là. Et c'est tout à fait mystérieux. On peut se tromper un mot croisé, trouver une définition géniale, et ensuite, plusieurs heures plus tard, s'apercevoir qu'elle nous a induit en erreur, c'est revenir en arrière. Et alors cette histoire d'avoir des émotions lorsqu'on a des idées, j'ai retrouvé aussi dans le séminaire. Je vais remontrer un autre bout du séminaire avec Patrick, où il parle de Henri Michaud. Évidemment, ce qui m'intéresse, c'est pas Henri Michaud là, mais c'est un moment, il dit qu'il a trouvé une idée. Je vais mettre quelques secondes. Pas simplement de la première édition à l'édition définitive, celle qui est parue chez Gallimard et qui est maintenant ici Gallimard, mais il y avait travaillé avant, et j'ai essayé de comprendre ce que c'était que ce long travail et ce qu'il indiquait de la façon d'écrire de Michaud,
son désir d'écrire et de son refus d'écrire aussi. Mais à un moment, en lisant tout cela, et regardez la tête de Hochart. Une fois, j'ai eu cette idée qui ne m'étonne pas de moi. Je me suis dit, mais et si tout ce travail de Michaud était comme la tenue d'un journal intime? Bon, cette idée, il la développe, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est sur le web, vous pouvez y aller. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il a eu une idée, il y a eu l'éclaircie de l'émotion, et Patrick regarde comme si c'était vraiment quelque chose d'intéressant, disons, singulier et d'important, quoi. Et c'est, je pense, le cas, il développe l'idée ensuite. Je ne suis pas là pour discuter cette idée. Mais on voit à son expression qu'il a une idée qui lui plaît, qu'il y a une émotion qu'il a eue, il arrive à la reconstituer pour nous, enfin pour les auditeurs du séminaire, alors qu'il a déjà eu l'idée avant, hein, donc il a donné l'idée, disons, à nouveau, et là il se passe quelque chose, disons, d'intéressant. Alors, deuxièmement, je me suis retrouvé, moi et ma sœur, enfin on s'est retrouvés par force des choses à devenir un peu bibliothécaire ou documentaliste, malgré nous, parce qu'il fallait faire un inventaire de cette bibliothèque, de ses écrits, etc. Et la tâche s'est retrouvée en fait beaucoup plus difficile qu'on pensait. Déjà séparer ce que lui il a écrit de ce que les autres ont écrit, d'ailleurs pas toujours facile, parce qu'il a écrit dans les écrits des autres, il a annoté tous ses livres, donc bon, déjà ça c'était pas facile. Mais donc là je fais un petit effet de réel en montrant quelques photos. Donc on se retrouve avec ce problème de la bibliothèque. Alors je sais pas comment faire, peut-être je vais mettre là, voilà. Donc il y a cette fameuse bibliothèque, donc ça elle est prise dans les années 60 avec ma mère, et elle a traversé les âges, cette bibliothèque, elle vient d'Orléans, elle vient de Hédé, de Bretagne, ça c'est plus récent, et ça c'est aujourd'hui. Et en essayant de la ranger, on s'est aperçu qu'il y avait plein de tirés à part, de feuillets, de trucs, qui n'étaient pas des livres, quoi. Et puis j'ai commencé à essayer de les organiser et de les trier, etc. Et je me suis aperçu qu'il y en avait beaucoup. Là, il y en a une cinquantaine, en fait, il y en a beaucoup plus. Et je me suis dit, non, je peux pas simplement les ranger, il faut que j'essaie de les lire quand même. Enfin, en tout cas, il faut que j'essaie d'en tirer quelque chose, un enseignement quelconque, comme lui, hier Pascal disait qu'il avait tiré des enseignements de ses lectures des stoïciens, où je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de tout ça, pas physiquement, mais qu'est-ce que je peux faire mentalement, du point de vue de la raison. Donc, je pouvais pas tout lire parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Hein. Il y a peut-être probablement un millier d'articles. Donc, je me suis concentré sur le premier. Son premier texte, d'après ce que j'ai compris, c'est du bon usage des fragments grecs, qui a été édité au Nouveau Commerce, en fait, une première fois. Je vais revenir là-dessus, pardon. En 76, ensuite qui a été réédité, je les montre pour montrer que c'est vrai, en 76. Donc la première, je ne le montre pas, en 76, ensuite en 80, avec des photos en noir et blanc. Et ça a été réédité, ça s'est épuisé, mais ce dernier texte est toujours disponible. Et ce texte est présenté lui-même comme un fragment à l'intérieur d'un ouvrage qui constitue de plein de fragments de texte. Et je veux dire, avant de dire mon idée, c'est que mon père a passé en 64-65 un an aux États-Unis à Harvard, au Center for Hellenic Studies, qui venait d'être créé quelques années plus tôt grâce à une bourse Fulbright. Il a découvert ce que c'était qu'une bibliothèque, parce qu'en France, il n'y avait pas véritablement de bibliothèque aussi riche, aussi facilement accessible. Et il a pendant un an étudié les fragments grecs. Et il a essayé lui-même d'en tirer quelque chose. Et donc, il a écrit ce texte, après avoir été plongé pendant au moins une année, probablement plus, dans ces fragments. Donc, ce texte, il constitue probablement un peu le bilan de ses réflexions, puisqu'après, il a commencé à s'intéresser à d'autres choses. Alors, ce texte, j'ai pas le temps de le lire, il est pas très long, il fait, ça dépend des éditions, il fait plusieurs pages. Je le montre ici. Je l'ai retranscrit avec des annotations en bleu et en rouge, et je reviendrai là-dessus plus tard. Mais je vais montrer quelques fragments donc, de ce texte sur les fragments. Donc il dit, voilà, la tradition grecque est d'une haute valeur didactique. Ce qui reste des œuvres des Grecs, c'est une ruine, un édifice qui n'est plus. Le sens historique donne une existence après la mort. Et là, en rouge, j'ai mis les phrases
à caractère paradoxal. Et il y en a beaucoup, c'est-à-dire des phrases qui, au fond, qui sont fausses au sens de Pierre Bayard. Donc le plus rationaliste ne croit pas à sa propre mort, qu'il sait pourtant inévitable. Donc là, il y a beaucoup de tournures de ce genre stylistique dans lesquelles on fait un nœud pour dire quelque chose qu'on ne saurait pas dire autrement. Donc je vous laisse lire, je ne vais pas tout lire là, mais... Donc, les fragments miraculeux que nos livres conservent méritent un autre hommage qu'un respect démenti par ce que nous sommes. Et puis, comment l'œuvre peut-elle survivre à son auteur autrement qu'incomplète? Alors, la fin du texte est très intéressante, en fait. Et il dit que le fragment, c'est pas un accident, c'est pas un accident qui est arrivé neuf, c'est qu'au fond, il est constitutif d'une véritable œuvre. Et donc, il dit, elle est la fracture ou la brisure, enfin il y a tout un tas de termes qui est un événement consubstantiel à l'œuvre. L'œuvre n'échappe à la mort qu'au prix de son intégrité. Alors ça, j'ai lu ça, et j'ai lu aussi la fin où il dit, porteur d'un manque qui le désigne sans l'anéantir. C'est toujours la formule un peu récursive pour embrouiller un peu le lecteur, mais à la fin, il dit, c'est dans cet état misérable, du fragment, des œuvres fragmentées, que le texte atteint la mort glorieuse que son auteur avait rêvé pour lui. Il n'est de pensée que mutilé. Alors j'ai lu ce texte plusieurs fois parce que je voulais essayer de comprendre ce qu'il voulait dire. Et à ce moment-là, j'ai eu une idée qui m'est venue exactement comme quand il a eu une idée avec Henri Michaud, avec Les mots croisés et beaucoup d'autres, puisqu'il aimait. Je crois que c'est ça qu'il aimait dans la vie au fond, c'était avoir des idées. Et pour dire l'idée que j'ai eue, je suis obligé de remonter à ce livre qu'il m'avait fait lire parce qu'il s'intéressait aussi à la guerre et au point de vue des Allemands, disons, pendant la guerre. C'est un livre écrit par Albert Speer, ministre de l'Industrie de Hitler, qui est donc le seul qui n'est pas plaidé coupable, qui est plaidé coupable à Nuremberg et le seul qui n'est pas été condamné à mort. Donc pendant les 20 ans de prison qu'il a fait, il a écrit beaucoup de livres très intéressants sur le Troisième Reich, vu de l'intérieur. Il était très proche d'Hitler, il n'était pas nazi, il était architecte. Et alors, ce qui se passe, c'est que... je ne veux pas dire que c'était des choses incompatibles, mais en l'occurrence, c'était pas nazi. Mon père aimait beaucoup ce livre, mais n'aimait pas Albert Speer. Il trouvait qu'il était quand même nazi un petit peu quand même, mais bon. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais Speer, il a eu un truc génial, c'est qu'à un moment, donc Hitler lui avait commandité, lui a demandé de concevoir des bâtiments censés durer 1000 ans, à la gloire du Troisième Reich, censés durer 1000 ans. Et Speer avait réfléchi, etc. Il y a une réunion qui décrit très bien dans ce livre, dans lequel là on voit Speer à gauche avec Hitler, et on peut imaginer l'ambiance. C'est-à-dire que Hitler était, disons, pour le moins impressionnant, et Speer émet une hypothèse à Hitler. Il dit voilà, mais attention, parce que la grandeur de l'Antiquité, on ne la connaît que par ses ruines, au fond, que ce soit les Grecs ou les Romains. Et donc il dit à Hitler, devant d'autres dignitaires nazis, il faut concevoir tout ça en fonction des ruines que ça va produire. Et donc il appelle ça la théorie de la valeur des ruines. Bon, c'est comme disait Schutzenberger, parce que là Jean-François, c'est des théories sans théorème, mais enfin, disons, c'est l'idée qu'on va faire des sortes de rétro-engineering, on va s'intéresser d'abord aux ruines que ça va produire, et puis on va essayer de faire ça à l'envers pour que ça produise ces ruines. Et vous imaginez la discussion avec les nazis, grand silence, et donc, et à la fin, Hitler dit « mais oui, c'est une très bonne idée ». Et la veille, Speer avait vu un bâtiment exploser. Il y avait eu un attentat en béton, et il avait dit ça va pas, c'est pas beau. C'était du béton précontraint. C'est un truc inventé par les Français, Fraissinet, ingénieur des ponts. C'est qu'on met des poutrelles métalliques dans le béton, et donc quand ça explose ou quand ça se détruit, c'est pas beau. Donc il avait dit, il faut pas faire ça. Alors malheureusement, il n'a pas eu le temps d'implémenter sa théorie, puisque les Allemands ont eu quelques problèmes à partir de 1942, comme vous savez, mais c'était ça l'intention, c'était de construire des bâtiments donnant des belles ruines. Et il avait une théorie, en respectant certaines règles de physique statique, etc., on pourrait, quand ça serait des ruines, donner cette impression de grandeur aux futures générations, encore une fois 1000 ans. D'accord ? Ça, c'est des blocos avec des poutrelles métalliques qui sortent Fraissinet. C'est pas après, il y a une esthétique du bunker, démoli, qui plairait à Jean-Louis Faure, qui n'est pas là, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Donc, mon idée, c'est quoi ? Bon, ça, donc j'ai fait mon aparté pour dire ce que c'était qu'Albert Speer. Mon idée, c'est tout simplement, je me suis dit, mais au fond, mon père, il a écrit ça, il a écrit tout ce qu'il a écrit
en se disant que ce qu'il écrirait serait lu à partir de fragments. Et d'ailleurs, c'est le cas, parce que déjà, personne ne peut lire toute l'œuvre complète, parce qu'il y a beaucoup trop de trucs, donc déjà, forcément, on va n'en lire que des bouts. Et puis, mais ça va plus loin que ça, c'est-à-dire que je pense qu'il y a vraiment un caractère très spécial dans ces écrits qui fait qu'on peut les lire, on peut, disons, en enlever des bouts, les lire par le milieu, les lire par la fin, il aimait beaucoup faire ça lui-même. Et donc, je me suis dit, ça, c'est vraiment une idée qui m'éclaire et donc j'ai cherché ensuite à la corroborer par des exemples et j'en ai trouvé, des sortes de preuves et j'en ai trouvé un certain nombre. J'ai pas le temps, là, je pense que je suis déjà en train de dépasser mon temps, mais je vais juste donner 2 exemples qui me frappent. Le premier, je vais parler de Michel Vacher. Donc ça, c'est un artiste qui est pas très connu, mais qui a beaucoup fréquenté. Mon père était un auditeur très attentif. Il le bombardait de lettres et d'objets divers, dont ce qu'il appelait les cutérisations. Donc les cutérisations, c'était des livres qu'il détruisait, qu'il tourmentait, qu'il torturait, comme il disait mon père. Et je voudrais lire là ce que mon père a écrit sur Michel Vacher dans un livre qui est sorti. D'ailleurs, Michel Vacher s'est suicidé il y a un certain nombre d'années, et donc il y a eu un livre qui a été paru. Donc mon père écrit « Quand j'ai vu arriver le discours de la méthode », ça c'est ça, le père Goriot ou Eugénie Grandet cutérisé, j'ai eu peur, j'ai eu honte, j'étais révolté. Mais je ne pouvais pas ne pas désirer voir, parce que dans ces phrases coupées au bord du vide, ces mots effacés, dans ce livre qui était comme une maison bombardée et béante, il y avait tendrement offerte la promesse d'une intimité livrée, comme si le livre allait en effet révéler ce dont il était secrètement porteur, son rythme le plus essentiel, son identité indestructible. Et plus loin, il dit les cutérisations de Michel Vacher, si je les aime, c'est parce qu'elles me parlent toujours de ce qu'on peut espérer d'indestructible dans un livre, etc., etc. Donc, je vais m'arrêter, je pense que j'ai plus de temps, bientôt, mais je propose... quand on commence à se dire ça, on lit les choses autrement. Et donc, ce qui m'intéresse, moi, en tant que non-écrivain, non rien de ce que vous êtes, mais en tant que, disons, spectateur de cette œuvre, intéressé, parce que pour des raisons personnelles, mais c'est si on sait qu'on va être lu par fragments, ou par petits bouts, d'ailleurs, pris plus ou moins au hasard, parce que le fragment, la ruine, c'est le hasard qui opère, c'est pas des... Alors, quel impact ça a sur la manière dont on écrit ? Et je me suis dit, en fait... il y a des choses intéressantes à creuser, que je vais aller très vite malheureusement là-dessus, mais il y a en particulier ce qu'on pourrait appeler une sorte d'autostabilité. C'est-à-dire, ce qu'il faut, c'est que l'œuvre, l'écrit, le texte, je prends par exemple le cas d'un article dont on n'aurait que des bouts, il faut qu'il soit autostable, un peu comme en architecture, il y a des figures autostables, c'est des figures qui tiennent tout seules par la force, disons, interne, des interactions internes de leurs éléments, et qui font qu'elles ont une grande résistance disons, à la fragmentation. Et alors, comment on fait pour écrire de manière autostable ? Justement, il me semble que, précisément, les formules récursives, ou paradoxales, dont mon père truffe tous ses articles. Alors qu'il dit une chose et son contraire, et souvent, pas forcément une chose et son contraire, mais il énonce des concepts impossibles. Comme encore une fois, je cite Pierre Bayard et le plagiat par anticipation, c'est pas de mon père, c'est de Pierre Bayard, mais ça aurait pu. C'est des concepts faux, je reviens là-dessus, mais qui sont très fructueux, c'est-à-dire qui permettent de parler de la littérature et de dire beaucoup de choses. Et je pense que dans le cas de mon père, il y a beaucoup de formules comme ça qui sont là, pas par effet de style, mais pour fabriquer des textes autostables, c'est-à-dire pour faire en sorte que ce texte se tienne de lui-même, de manière à ce qu'il puisse résister à la fragmentation. Et bon, j'ai plein d'hypothèses. Je vois qu'à côté, on dit de court-circuiter. Il y a une autre. Il y a plein d'hypothèses comme ça intéressantes sur comment on conçoit un texte lorsqu'on sait qu'il va être fragmenté. Ça, je pense que j'ai jamais vu ça ailleurs. Alors, en théorie de l'information, il y a une théorie qui parle de ça. En théorie du signal, on s'intéresse à la quantité d'informations, à la redondance, etc. Mais là, il s'agit de littérature, donc je pense que les effets sont un peu différents. Et il y a donc d'une part un caractère autostable qui pourrait expliquer les formules paradoxales. Il y a d'autre part un caractère fractal. Fractal, alors ça c'est vraiment métaphorique, parce que les fractals ce sont des objets mathématiques assez bien définis, mais ce que ça veut dire, c'est qu'on peut zoomer à l'infini. On peut prendre, au fond, d'une certaine manière, dans tous ces textes, j'ai eu cette impression, c'est vraiment une impression,
tous les autres textes sont contenus en puissance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un bout qui serait complètement différent de tout le reste. C'est-à-dire que donc on pourrait zoomer un peu à la manière d'une image fractale, on peut zoomer et puis c'est toujours la même. Enfin, c'est toujours la même structure. Et j'ai cette impression en lisant ces tirés à part, je lis pas les livres, au passage, je lis que les tirés à part. J'ai déjà pas mal de boulot comme ça, mais les livres, ça viendra plus tard. Mais les tirés à part, on a vraiment cette impression de fractal. C'est-à-dire que quand on lit un paragraphe, on s'y retrouve. On retrouve des idées, des concepts qui ont déjà été dits ailleurs. Et quand on se concentre là-dessus, on se retrouve toujours dans le même univers. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant, qui est probablement pas spécifique à mon père, mais qui est là. Et donc je vais terminer sur le bon usage des fragments grecs. Je pense que c'est un texte initial, bon ça je crois que c'est son premier texte publié, presque je sais en tout cas, et c'est aussi un texte final, c'est-à-dire qu'on peut le lire à mon avis comme un guide de lecture de tout le reste, qui permet de lire, disons, de manière plus détendue, parce que l'immensité de cette montagne d'écrits fait peur, paralyse. Et quand j'ai eu cette idée, voilà, ça m'a beaucoup libéré en fait. Je me suis dit bon ça va, je vais pouvoir n'en lire que des bouts. Et puis ce que je lis pas, de toute façon, ça sera déjà contenu dans ce que j'aurais lu. Donc et puis tout à l'heure, on a parlé de la reconstitution de la parole de sa mère à partir de ces fragments de parole. Enfin, ça aussi, ça procède de la même idée, c'est-à-dire que le fragment, c'est pas un accident, c'est une œuvre, une vraie œuvre ne peut être que fragmentée. Donc je conclus, je vais dire, le bon usage des fragments grecs, c'est un texte qu'il faut lire ou ne pas lire. Voilà.